Faut pas faire semblant devant les gens. Ouais. Tous les jours, quand le monde se voit, on se marie. Tous les jours, on se marie. Et tous les jours, vous divorcez aussi. Ou tous les jours, on divorce. Ok. Avant de laisser prendre le professeur, avant de laisser la parole au professeur, comme je l'ai promis, professeur, merci beaucoup. Aouzou billahi. Bino shetani rajimi. Bismillah. Ramani rahimi. Aouzou. Bino shetani. Guillaume sera président de la Côte d'Ivoire. Rabili halami. Guillaume sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Rabili halami. Ils vont tous se rallier au Rabbi Hanabi. Parce que Guillaume Soro, c'est un enfant béni au Rabbi Hanabi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Merci professeur, vous avez la parole. Chers camarades de la place de France, de la délégation de France de notre mouvement, Générations et Peuples Solidaires, chers camarades, membres de la coordination de notre mouvement, chers camarades responsables des coordinations régionales espagnoles et britanniques de notre mouvement, camarade Alicia Pouédé, camarade Wassa Koulibaly, chers camarades Nadine Guessan, chers camarades Madame Diaby, chère Éléonore Kwame, camarade amie et grande femme de notre Côte d'Ivoire bien-aimée, chers militantes et militants de notre mouvement, ici présents en vos grades et qualités, que nul ne se sente de près ou de loin négligé ni ignoré, ma mémoire n'est pas absolue. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté, il y a maintenant plusieurs semaines, je crois même plusieurs mois, de me soumettre à la demande de notre camarade Nadine, qui, comme vous le savez, est teigneuse. Il est difficile de lui refuser ce qu'elle demande. Elle souhaitait que je participe à la meilleure connaissance de la vision de notre leader, en apportant mes modestes lumières, ici dans notre section parisienne, autour de l'ouvrage justement, qui a été publié en compagnie du camarade Koubila Collins, sur le thème « L'homme d'État, Soro Kibafori Guillaume, en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire ». J'ai accepté cette invitation. J'ai accepté cette demande parce que nous sommes dans une époque de grande confusion. D'où vient la grande confusion? Elle vient du fait qu'à chaque époque émergent des personnes qui ont des ambitions démesurées, c'est-à-dire des ambitions pour lesquelles elles n'ont pas les qualités morales, les qualités intellectuelles, les qualités spirituelles requises. Et les élections sont les périodes de grande confusion. Car c'est une période dans laquelle il arrive que par un rêve personnel, parfois même par une crise narcissique d'égoïsme, certains se mettent à dire, comme le disent les Britanniques, « Me too, I gonna try ». Moi aussi, je vais essayer. Une période de cette nature exige donc un travail de clarification. C'est à ce travail que nous avons voulu nous adonner. Ce travail de clarification, nous le faisons parce que nous voulons non seulement faire comprendre, mais participer à la consécration d'un leader qui nous tient à cœur. Le président Guillaume Kibafori Soro nous tient à cœur parce qu'il a une manière d'être leader
qui est devenu très rare dans plusieurs pays africains. Il y a au moins 2 modèles de leadership qu'il nous faut méditer. Le modèle le plus connu, c'est ce qu'on appelle le leadership pyramidal. C'est-à-dire, le leader est au sommet, il réfléchit pour tout le monde, ensuite, il dicte à tout le monde ce qu'il doit faire, et tout le monde lui obéit aveuglément. C'est ce modèle qui conduit à ce qu'on appelle l'esprit moutonnier. Et en parlant d'esprit moutonnier, je renvoie à un animal précis, dont la démultiplication dans un parti précis n'est un secret pour personne. Secrétaire exécutif du RHDP, M. Adama Bictogo, dans une allocution célèbre, a décrit les militants de leur parti par un animal connu pour son esprit grégaire, son suivisme aveugle, sa cécité chronique, son comportement aplaventriste, profito-situationniste. Un animal chez qui le cerveau est bien souvent moins intelligent que la queue, le mouton. Ce n'est pas nous qui avons dit que le RHDP est un parti de moutons. C'est le secrétaire exécutif du RHDP qui nous a dit, dans notre parti, il y a un seul qui pense et les autres suivent à la queue leu. Le premier rentre dans un trou, le second, le troisième, le quatrième, et ainsi jusqu'à l'infini. Mais pourquoi le RHDP s'identifie-t-il dans la figure du mouton? Précisément parce que pour entrer au RHDP, on abandonne son cerveau à la porte. Puisque dans ce parti, il y a un seul homme qui pense et les autres dépensent. Il y a un seul homme qui danse et les autres font la musique. Il y a un seul homme qui mange et les autres applaudissent ses rôles. Il y a un seul homme qui décide et les autres exécutent ses desiderata. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership pyramidal. Il est perché au haut du triangle pyramidal et les autres sont en bas, ils font ses 4 volontés. Guillaume Soro, le leader de notre mouvement, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre d'État, n'est pas un leader pyramidal. Le modèle de leadership du président Guillaume Kibafori Soro, c'est plutôt le modèle du leadership collaboratif. Alors, dans le leadership collaboratif, le leader est celui qui organise, qui mobilise la diversité des compétences autour de lui, afin que la mise en commun des savoir-faire, des savoir-dire, des savoir-penser de toutes, de tous et de chacun et de chacune produise un cerveau collectif, une intelligence collective permettant de vivre ensemble et de transmettre une société solidaire. C'est le modèle de génération et peuple solidaire impulsé par le président Guillaume Kibafori Soro. Le leadership collaboratif consiste à dire personne n'abandonne son cerveau à l'entrée de GPS. Personne ne laisse son cerveau au chômage pendant qu'un autre est en train de penser. Le leadership collaboratif veut dire nous pensons ensemble, nous décidons ensemble, nous agissons ensemble, nous résistons ensemble, nous assumons ensemble, nous rêvons ensemble et nous réalisons ensemble nos rêves. Voilà comment il faut comprendre l'expression homme d'État, qu'il faut distinguer de l'expression homme de tas. Oui, au RHDP, on a des hommes de tas, c'est-à-dire des individus appartenant au groupuscule grégaire de l'espèce moutonnière. Mais au GPS, on a des hommes et des femmes d'État, c'est-à-dire qui s'efforcent d'être à la hauteur de l'intérêt général et d'incarner l'espérance de leur nation. Je viens d'introduire 4 concepts. C'est notre travail, nous autres les philosophes. J'ai distingué le leadership pyramidal, le commandement, un seul cerveau en haut, les autres, les moutons, ils suivent.
on n'est pas dedans. Du leadership collaboratif, on collabore ensemble. J'ai distingué maintenant l'homme de tas de l'homme d'État. L'homme de tas, c'est celui qui vit dans le tas et qui se comporte en tas. C'est un individu au cerveau entassé par ce qu'il entend. C'est un individu pavlovisé. Pavlov est un chercheur soviétique qui avait travaillé sur les réflexes des animaux. Et notamment avait étudié la fameuse réaction du gastrocnémien des bactériens. Des batraciens. Le gastrocnémien des batraciens. C'est une réaction qu'on appelle la réaction réflexe, qui fonctionne selon le modèle SR, stimulus-réaction. Oui. Dans un parti politique ou un groupe politique où les militants sont supposés ne pas penser, le comportement des militants est un comportement pavlovien. Parce qu'ils sont manipulés comme les billes de flipper sont manipulées par celui qui tape dessus. Ce sont des individus mécaniques. Ils sont grégaires. C'est des individus atomiques. On les bouge comme on bouge un caillou. Parce que, en fait, en eux-mêmes là, il n'y a pas un centre de décision. Pavlov a théorisé le fonctionnement, en effet, des partis moutonniers, des groupuscules grégaires. Mais nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous avons un leader qui nous demande chacun de faire un effort. Nous avons un leader qui nous demande d'être des génies incarnés. Chacun dans sa position doit creuser au plus profond de son cerveau, de ses tripes, ce qu'il a de meilleur à faire et le mettre en commun avec le mouvement. C'est ce qu'on appelle le leadership collaboratif. Si vous pratiquez le leadership pyramidal, vous produisez des hommes de tas. Mais si vous pratiquez le leadership collaboratif, vous produisez des hommes d'État. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent servir l'intérêt du peuple. Écrivez ça. Écrivez. Voilà, écrivez ça. Je suis revenu de Niamey spécialement pour ça. Parce qu'on est dans un temps de confusion. Et les gens pensent que quand le président Guillaume Soro est assis quelque part, eux aussi peuvent venir s'asseoir. J'ai même entendu certains dire qu'ils peuvent diriger les négociations concernant Guillaume Soro sans Guillaume Soro. Astaghfirullah. Non. Le camarade chez Bogota n'est pas le camarade de quelqu'un. Du tout. C'est pas un mouton de troupeau, c'est pas un homme d'État, c'est un homme d'État. Et c'est ça le titre, l'homme d'État. Si vous repartez d'ici sans avoir compris ce que c'est qu'un homme d'État, j'ai perdu mon temps et vous aussi le vôtre. Alors, travaillons encore un peu plus la notion. L'homme d'État. État là, ça s'écrit avec E majuscule. Parce que si tu écris ça avec E minuscule, c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. État, en français, écrit avec E majuscule, a une définition. Ça signifie l'organisation du pouvoir. Je recommence la définition de l'État avec E majuscule. Parce que si tu écris ça avec E minuscule, ça ne veut plus dire la même chose. C'est vrai. État avec E majuscule signifie l'organisation du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui sait organiser les êtres humains afin qu'ils agissent ensemble. Car le pouvoir politique, c'est la puissance de l'action commune organisée. C'est ça le pouvoir. Or, de ce point de vue, il est incontestable en regardant le parcours du président Guillaume Soro que l'organisation là, c'est son affaire. Depuis la grève des nouilles au petit séminaire, jusqu'à la coordination de la grande Fessie, de l'époque de la lutte pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, jusqu'au moment douloureux de la résistance militaire,
jusqu'au moment douloureux des grandes négociations. Lomé, Dakar, Accra 1, Accra 2, Marcoussis, Pretoria, Ouagadougou. Guillaume Soro s'impose au cœur de sa génération et des générations même d'avant comme l'un des plus grands organisateurs de tous les temps. Écrivez ça aussi. Non, parce que parfois on dit et les gens ne savent pas pourquoi on dit. Mais alors aujourd'hui, nous allons dire pourquoi nous disons. Homme d'État. Quelqu'un que ses camarades à l'école remarquent comme étant capable de les structurer, de les coordonner, de les galvaniser, de les propulser et même de les amener à se révéler plus intelligents qu'individuellement ils ne le seraient. C'est ça un homme d'État. Alors, j'utilise une métaphore nouvelle pour parler de l'homme d'État. Vous savez, regardons les arbres. Il y a deux sortes d'arbres. Ceux qui poussent en détruisant tous les arbres autour d'eux. Parce que les arbres que vous voyez là, certains sont vraiment des escrocs. Ils peuvent envoyer leurs racines sous la terre pour aller bouffer l'eau de l'autre. Et ils meurent. J'espère que vous avez remarqué qu'il y a des arbres qui meurent seulement parce qu'on les a plantés à côté d'un autre. Ce sont les arbres que j'appellerais donc nécrophiles. C'est-à-dire les arbres qui sont porteurs de mort autour d'eux. N'est-ce pas? J'espère que vous en connaissez un. Derrière lequel, quand tu vas, tu n'as rien. Le recordman des enterrements des grands Ivoiriens. Celui qui a joué le rôle du dieu psychopompe. Oui, le dieu chacal du temple négro-égyptien antique dont le rôle était d'accélérer la mort des gens. Un arbre qui fait mourir tous les arbustes autour de lui est un arbre nécrophile. Et c'est ça l'homme de tas. L'homme de tas, c'est celui qui vit de la chair des gens, de la sueur des gens et du sang des gens, y compris de ses propres enfants. Au point que quand il commence à t'appeler mon fils, quand il t'appelle mon fils, c'est qu'en réalité, il a commencé à te sucer ton sang dans sa méthode zombique. Ouais. Si lui commence à t'aimer, c'est qu'il a commencé à te bouffer. Et quand il te porte au nu, c'est parce qu'il va enlever l'échafaud par lequel tu es monté pour qu'en tombant, tu te fracasses. Ça, c'est l'homme de tas. C'est un arbre nécrophile. Nécros, dans la langue grecque, signifie la mort. Ce qui est nécrophile, c'est ce qui aime la mort. Mais, vous avez remarqué qu'il y a des arbres qui font pousser d'autres arbres autour d'eux. Des arbres qui font vivre la végétation. On va les appeler des arbres, eh bien, biophiles. Biophiles. Bio, la vie. Philéine, aimer. Des arbres qui donnent la vie autour d'eux. Vous avez remarqué, il y a des arbres, beaucoup d'arbustes, jolis poussent. Ils donnent même de l'eau, ils donnent de l'ombre, ils donnent de l'engrais à d'autres plantes autour d'eux. Ils permettent même à des lianes de venir s'enrouler autour d'eux pour vivre. Vous connaissez ces arbres-là? C'est ça un homme d'État. Si le président Félix Houphouët-Boigny, malgré toutes les critiques qu'on peut lui formuler en raison de son engagement aux côtés, par exemple, des colons français à un moment donné, s'il a été aimé et respecté et continue de l'être, c'est parce qu'il était un arbre biophile. Les Ivoiriens les plus brillants ont pu émerger sous lui. Alors qu'on voit quelqu'un qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire depuis maintenant pratiquement 15 ans et les Ivoiriens les plus brillants ne font que disparaître autour de lui. Oui, ils sont partis. Ils sont partis. Ceux qui aimaient Ouattara, j'entends leur douce voix crier Ouattara m'a eu. Ils sont partis, ceux qui aimaient Ouattara, j'entends leur douce voix crier il m'a eu
Ouattara. Mais il est trop tard. Vous n'entendez pas leur voix crier? Mais il est trop tard. Il est trop tard. L'homme d'État, c'est celui avec lequel ceux qui viennent trouvent l'énergie pour créer, pour vivre. Regardez ce qui se passe autour du président Guillaume Soro. C'est un président qui n'est pas invasif, il n'est pas envahissant. C'est un président qui permet à ses conseillers chacun d'avoir son domaine de spécialité et de développer ses initiatives. C'est un président qui stimule la liberté de parole à l'intérieur du mouvement. Y a-t-il un mouvement en Côte d'Ivoire où on est libre de parler plus que GPS? Jamais. Non. C'est un président qui stimule la communication dans ses mouvements en donnant à chacun liberté de créer et de toucher des cibles de communication à partir de son corps de métier, à partir de sa situation sociale, à partir de son génie personnel. Autour du président Guillaume Kibafori Soro foisonne une diversité d'intelligence. Ce que Nadine peut faire, je ne peux pas forcément faire. Ce que je peux faire, Nadine ne peut pas forcément faire. Ce que Alicia peut faire, je ne peux pas forcément faire. Ce que mon frère peut faire, nous sommes complémentaires. Et à aucun moment, le président Guillaume Soro n'apparaît comme celui qui nous empêcherait de nous réaliser nous-mêmes. C'est ça l'homme d'État. Je voudrais souligner une expérience qu'il m'a rapportée. Quand il a été nommé Premier ministre, en 2007, après l'accord de paix de Ouagadougou, il a trouvé des équipes qui avaient été constituées par les premiers ministres précédents. Son prédécesseur, c'était le Premier ministre Charles Konan Banny, si je ne m'abuse. Et le président Guillaume Soro les a surpris, les collaborateurs du Premier ministre Charles Konan Banny, en leur disant « Tous ceux qui veulent rester avec moi, je veux bien les garder. » Mais c'est très rare dans l'histoire politique. Quand votre chef perd le pouvoir, vous savez que vous circulez. Guillaume Soro arrive à la primature, il demande à tous les conseillers de l'ancien Premier ministre qui veulent rester avec lui de se signaler. Que lui, il veut garder tous ceux qui veulent rester avec lui. Il va certes venir avec ses hommes, ses femmes nouveaux, mais il veut s'assurer que ceux que son prédécesseur a laissés ne sont pas chassés de la gestion de leur pays. Voilà un exemple très simple de ce qu'on appelle justement l'homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui pense que pour que je gouverne, je n'ai pas besoin d'écraser ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Gouverner en homme d'État, c'est protéger même ses adversaires politiques. Et je donne un deuxième témoignage. L'homme d'État Guillaume Soro, quand il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il nous a mis en mission à une époque très difficile. On a même failli se faire lyncher ici à Paris par ce qu'on appelait à l'époque les Gors, Bagbouriens. Il nous a mis en mission pour aller leur tendre la main en son nom, leur demander pardon. Leur dire de pardonner ce qui s'était passé entre 2010 et 2011 et d'accepter de rentrer dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous m'avez vu ici à la rencontre d'Alain Toussaint. Il n'est pas à Abidjan. Alain Toussaint n'est-il pas à Abidjan? N'est-ce pas le président Guillaume Soro qui a entamé les négociations, l'approche d'Alain Toussaint en m'envoyant vers lui? Vous avez vu Tiburce Kofi. Il était en exil ici. Tiburce Kofi n'est-il pas à Abidjan? N'est-ce pas le président Guillaume Soro qui m'a envoyé auprès de Tiburce Kofi pour faciliter son retour? Et je pourrais vous citer au moins 15 exemples d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, dont le président Guillaume Soro a facilité le retour au pays. Mais je vous pose la question, est-ce que le président Guillaume Soro, lui, est rentré au pays? Non. C'est ça un homme d'État. Même si demain, il arrive que je sois dans une situation pire, je préfère, en tant qu'homme d'État, servir mon peuple. Ce que je ne peux pas avoir, je suis prêt à me battre pour que d'autres l'aient. C'est ça, l'homme d'État. Et ça renvoie à la métaphore de l'arbre biophile. L'arbre qui donne la vie. C'est fort. Les mots sont forts. Merci pour ce temps. Guillaume Soro est un leader qui est prêt à rendre service à ses concitoyens, y compris sans en bénéficier lui-même.
Il s'est battu pour que les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire et lui, il en est encore empêché aujourd'hui. Pendant que ceux pour qui il s'est battu sont en Côte d'Ivoire. Voilà des faits. Je vous ai dit que nous nous baserons sur des faits pour que vous compreniez la notion d'homme d'État. Mais il y a autre chose dans la notion d'homme d'État. J'avance dans cette notion. C'est quelqu'un qui a des qualités qui manquent à la plupart de ses concurrents. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, dans une époque donnée, a des qualités qui manquent à la plupart de ses concurrents. Nous avons écrit ce livre pour souligner les qualités qui manquent à la plupart des concurrents du président Guillaume Soro. Alors, d'abord, la plupart des concurrents actuels du président Guillaume Soro, il leur manque une expérience politique variée. Je donne les arguments. Un, ceux qui disent qu'ils peuvent être meilleurs présidents de la République actuellement en Côte d'Ivoire face à notre leader Guillaume Kibafori Soro, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas une expérience politique suffisamment variée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont devenus, pour certains, présidents de la République sans avoir été députés, ni président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas citer les noms. Ils ont accédé à la candidature à la présidence de la République dans leur parti sans avoir jamais été Premier ministre, ni président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ni député de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné que mon leader était un serpent dans son pantalon, alors que lui, il avait été, bon, bref, ministre du régime du président Bédi avant de s'éclipser de la scène politique ivoirienne. C'est-à-dire que toi, dans la classe politique ivoirienne, tu as à peine scintillé, que déjà tu étais éteint. Mais c'est toi qui appelles quelqu'un qui a été Premier ministre, ministre d'État, président de l'Assemblée nationale, tu l'appelles serpent dans ton pantalon. C'est pour ça qu'on écrit des livres comme ça, pour replacer, pour ainsi dire, l'église à sa place dans le village. Pour reconstituer le bois sacré, afin que n'importe quoi ne soit pas dit à propos de n'importe quoi. Le président Guillaume Soro a la particularité d'avoir pratiqué la politique institutionnelle et la politique de résistance. C'est-à-dire que dans un monde de menaces comme celui dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'un des Ivoiriens les plus compétents pour défendre la sécurité de l'État. Puisqu'il sait défendre, eh bien, une communauté en période de guerre. Mais en période de paix aussi, il se caractérise par l'audace, une audace qu'on n'a pas trouvée, et ça c'est le deuxième argument, l'audace des initiatives qui apparemment sont défavorables, mais qui finalement s'avèrent justes. Je vais m'expliquer. Le président Guillaume Soro a commencé à parler du pardon et la réconciliation au moment où, dans la majorité de l'ancien RHDP, parti unifié, on ne voulait pas en entendre parler. Je me souviens en 2017, lors d'une émission, dans une chaîne de télévision ici à Paris, un militant du RDR m'accusa, moi, conseiller de Guillaume Kibafori Soro, qui disait qu'il était important, comme disait le président Guillaume, qu'on aille à la réconciliation et au pardon. Il a dit que Guillaume Soro, je cite ce militant, il a dit ça à la chaîne Africa 24. Guillaume Soro complote contre la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro appelle au pardon et à la réconciliation. Ça, c'est une citation des propos d'un militant cadre du RDR en 2017. Alors, en fait, pourquoi Guillaume Soro a-t-il appelé au pardon et à la réconciliation au moment où le président Alassane Ouattara et ses compagnons pensaient avoir écrasé pour toujours l'opposition et avoir le pouvoir à vie? Si le président Guillaume Soro a pris sur lui de commencer à parler du pardon et de la réconciliation avant presque tout le monde, dans l'ancien pouvoir RHDP, c'est parce qu'il savait, par la vision politique, que personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Je recommence cette idée. L'homme d'État, Guillaume Soro, sait qu'on ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire et bien de leur pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Le RHDP du président Alassane Ouattara aujourd'hui est un parti qui gouverne la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Qui vient de refuser de donner le certificat de nationalité de M. Tidiane Thiam? Quelqu'un qui en 2000 est allé dimanche, nuitamment, chez un juge de Dembokro
obtenir un certificat de nationalité qui allait faire couler beaucoup de sang et de larmes sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui refuse à Tidiane Thiam son certificat de nationalité aujourd'hui. Qui a enlevé les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro des listes électorales? C'est quelqu'un qui, lui, de mon point de vue scientifique, et ça, là-dessus, il n'y a même pas un débat. Lui, il est né à Sendou, dans l'ancienne Haute-Volta. C'est là-bas qu'il est né. Et c'est là-bas que se trouvent les tertres de ses parents. Mais c'est lui qui vient en Côte d'Ivoire chasser ceux, mais qui sont nés de père et de mère ivoiriens connus. Et à l'endroit où ils sont nés, on sait que c'est en Côte d'Ivoire. Qui fait ça en Côte d'Ivoire? C'est Aoussingben, celui derrière qui tu vas, et puis tu n'as rien. Rien du tout. Donc, le président Guillaume Soro, en fait, quand en 2017, le 3 avril précisément, il lance le discours du pardon et de la réconciliation, en fait, il démontre qu'il est un homme d'État. Parce qu'il démontre qu'il est incapable de concevoir une Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo exclu, Charles Blé Goudé exclu, l'ouest de la Côte d'Ivoire soumis par la violence et par la force, humilié. Il était incapable de concevoir une telle Côte d'Ivoire. Et c'est son impatience devant cette réconciliation qui traînait, qui lui a valu la haine d'Alassane Ouattara. Mais je vais donner un deuxième exemple. La force que le président Guillaume Soro a de soutenir des idées qui ne sont pas dominantes, parce que ce sont des idées justes, malgré qu'elles ne soient pas dominantes. Mais qui est le plus grand exclueur? Oui, on peut créer ce mot. Qui est le plus grand exclueur de cadres du Nord de la Côte d'Ivoire dans les plus hautes fonctions politiques? Vous serez très surpris. Regardez aujourd'hui l'équilibre institutionnel de la Côte d'Ivoire. Combien de cadres du Nord de la Côte d'Ivoire, je veux dire, issus de familles classiques, traditionnelles du Nord de la Côte d'Ivoire, sont à la tête des institutions? Il y en a pas. Monsieur Alassane Ouattara est un Ivoirien, mais d'origine voltaïque. Non, il ne se reconnaît pas. Non, à l'époque, le Burkina Faso ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait la Haute-Volta. Ça, il est reconnu comme cela. D'accord? Madame Kandia Kamara est une Ivoirienne, mais elle est d'origine guinéenne. C'est vrai ou c'est faux? Amadou Gon Coulibaly, qui est un Ivoirien de père et de mère, de Korogo, il n'est pas mort? Dans les mains de qui? Non, disons dans quelles mains il est mort. Ahmed Bakayoko de Séguéla, qui était un fils du Nord, il est mort dans les mains de qui? Beaucoup confiance. Amadou Soumaoro, un fils de Séguéla, un fils du Nord, il est mort dans les mains de qui? On l'a vu mourir. Mais je me demande comment les gens ne peuvent pas se rendre compte que le pouvoir qu'on a aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire est profondément mortifère. D'abord pour le Nord de la Côte d'Ivoire. C'est le pire pouvoir que le Nord de la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Ce ne sont pas les pèlerines et les pèlerins à la Mecque qui diront le contraire. Jamais ils n'ont été aussi maltraités que sous le pouvoir de quelqu'un qui, entre deux gorgées de champagne, tout naturellement, prétend être un bon musulman. Mais on l'a vu à New York, c'est pas quelque chose que j'invente. On l'a vu à New York dans un dîner officiel, oui ou non? Le serveur de vin était derrière. On lui dit, on vous sert, il dit, rajoutez-en. Côte d'Ivoire, Yako. Donc, écoutez, j'insiste sur ces exemples concrets pour vous montrer la différence de leadership. Un leader qui fait disparaître de grands fils du Nord et de grands fils de la Côte d'Ivoire du champ politique, et en face un leader qui fait tout pour se réconcilier avec ceux de ses frères avec qui il lui arrivait de se fâcher. Voilà une différence fondamentale. Et j'ai fini de traiter de la partie l'homme d'État. L'homme d'État. Je crois que celui qui a écouté ce que j'ai dit ici ne peut pas nier la différence entre l'homme d'État, Guillaume Soro, et l'homme d'État, Alassane Ouattara. C'est une notion, hein. Comme dirait le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une insulte, hein. C'est une description. C'est ce qu'il est. Quand vous adhérez au RHDP, vous abandonnez votre cerveau, vous devenez un mouton. D'accord? Ça veut dire que le chef des moutons est lui-même un homme de tas. Ça veut dire qu'il traîne des hommes en tas. C'est ça qu'il est. Maintenant, le livre que voici a été écrit pour rafraîchir la mémoire aux gens en rappelant des faits élémentaires. Nous avons étudié ici avec le camarade Koubila Collins, nous avons étudié l'évolution de tous les présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'évolution de tous les premiers ministres de Côte d'Ivoire,
nous avons évalué les prises de position sur les grandes questions ivoiriennes, des grands hommes d'État ivoiriens. Et ce que nous avons vu, c'est que le président Guillaume Soro se caractérise par la capacité à prendre des risques pour soutenir une idée juste, même quand il est en situation minoritaire. De tous les leaders, il partage cette qualité avec le président Laurent Gbagbo. C'est incontestable que le président Laurent Gbagbo a cette capacité de ne pas être d'accord, y compris quand tout le monde est couché. Et c'est un point essentiel par lequel les deux hommes se respectent. Je voudrais souligner ici que le président Laurent Gbagbo a publiquement dit qu'il a eu beaucoup de premiers ministres. Mais il a dit le nom de son meilleur premier ministre. J'espère que vous connaissez le nom du meilleur premier ministre du président Laurent Gbagbo. De la bouche du président Laurent Gbagbo, le nom qui a été prononcé, c'est Soro Kibafori Guillaume. Écrivez ça. Mais pourquoi le président Gbagbo dit-il que le premier ministre Guillaume Kibafori Soro fut son meilleur premier ministre? Lui qui a eu quand même d'éminents Ivoiriens comme premier ministre, du point de vue de leur capacité intellectuelle. Le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, le premier ministre Eliman Diarra, le premier ministre Charles Konan Banni, ce sont des Ivoiriens de qualité. Mais le président Laurent Gbagbo nous dit, de tous mes premiers ministres, le meilleur, c'est Guillaume Soro. Pourquoi est-ce Guillaume Soro? Mais parce que Guillaume Soro est capable de prendre des décisions d'intérêt général. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions qui n'ont pas pour but de lui profiter à lui ou à son clan. Mais pourquoi à chaque fois, les trois premiers ministres avant le président Guillaume Soro n'ont pas pu faire l'unanimité? Mais parce que le pays se plaignait que certaines de leurs décisions ne profitaient qu'à leur clan. On a estimé que le premier ministre issu du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ne pouvait plus tenir. Pourquoi? Parce que le pays était divisé à la suite de la crise de 2000 jusqu'à 2003 et qu'il représentait un clan. Par la suite, le premier ministre Seydou Eliman Diarra, on a estimé que c'était un bourgeois et qui n'avait pas le contact avec les classes laborieuses ivoiriennes et qui ne tenait pas le coup à la tête de la primature. Le premier ministre Charles Konan Banni, c'est un banquier. Et comme l'a dit le président Gbagbo lui-même, ce dont on a besoin à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est des hommes d'État, pas des banquiers. Oui. Donc il ne pouvait pas tenir non plus, non pas parce qu'il n'avait pas les qualités, mais parce qu'en fait, il ne cochait pas toutes les cases de la sensibilité ivoirienne. Qu'est-ce qui caractérisait Guillaume Soro? La capacité de négocier avec ses adversaires. La capacité de faire des compromis, la capacité d'accepter la diversité et la pluralité des points de vue. Voilà la grandeur d'un homme d'État. Et s'il a été le meilleur premier ministre du président Laurent Gbagbo, c'est parce que les proches du président Laurent Gbagbo se sentaient plus à l'aise sous Guillaume Soro premier ministre que quand leur propre leader de parti était premier ministre. Un bon premier ministre, un homme d'État, est celui qui met à l'aise ceux-mêmes qui ne sont pas de son bord politique. Par quoi? Par la pratique de la justice. La pratique de la justice. Alors, pourquoi est-ce que nous avons dit tout ceci? Nous avons dit tout ceci parce que quand nous avons regardé le candidat potentiel du PDCI, que nous respectons, le candidat potentiel du PPACI, c'est tout naturellement le président Laurent Gbagbo, que nous respectons énormément. Nous voyons bien que le candidat naturel du parti moutonnier, que nous avons amplement décrit, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui, en réalité, a pour objectif la présidence à vie à la tête de son parti. Eh bien, quand on compare tous les candidats connus et potentiels à l'élection présidentielle, nous pensons que celui qui possède à la fois l'énergie pour continuer à servir l'État, donc qui est encore dans la force de l'âge pour continuer à servir l'État, et qui, par son parcours, a en effet développé des compétences diverses et variées, celui qui est le mieux apte à tenir la Côte d'Ivoire des 10 prochaines années, pas seulement par les capacités physiques, psychologiques, morales, politiques, mais également en raison de son expérience en tant que tel, nous pensons que c'est le président Guillaume Kibafori Soro. Alors, pourquoi est-ce que nous le pensons? Nous le pensons parce que tous ceux qui ont déjà exercé le pouvoir d'État comme président de la République en Côte d'Ivoire nous ont amplement montré leur valeur. Le président sortant de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, n'a plus rien à montrer aux Ivoiriens. On a déjà tout vu avec lui.
Le président Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. À son retour en Côte d'Ivoire, il a lui-même dit qu'il n'avait plus rien à découvrir, qu'il était venu préparer la transmission du pouvoir à une nouvelle génération de ses camarades. Et qu'à partir de cet instant commençait son départ. Ce sont ses mots. Mais quel est l'homme d'État comparable par le parcours à ces deux hommes d'État vivants aujourd'hui, des grandes formations politiques rivales? Quel est l'homme d'État qui est, quant à lui, qui possède quant à lui la vitalité nécessaire, l'expérience nécessaire, la capacité de compromission, de négociation, de pardon et de réconciliation nécessaire pour tenir le pays? Mais c'est Guillaume Kibafori Soro, c'est-à-dire que vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas mieux. Vous ne trouverez pas mieux, et c'est ce que nous montrons dans ce livre. Alors, maintenant, je voudrais faire une autocritique. On pourrait dire, bon, votre livre, de toute façon, comme vous êtes GPS, comme vous êtes le conseiller spécial de Guillaume Soro, vous, Franklin Yamsi, de toutes les façons, on vous connaît. J'imagine M. Ouattara dans les phases que j'imagine. Mais, c'est un voyou. Que vaut son livre là? Mais c'est un torchon. Hein, Dominique? Oui, chou. C'est un torchon, Dominique. Oui, chou, c'est un torchon, son bouquin. De toutes les façons, il supportera forcément Guillaume Soro. Bon, donc, j'imagine M. Ouattara en train de... Quand il lit ça, mais, Guillaume Soro, l'homme d'État, et qui a écrit Franklin Yamsi, mais c'est évident. Tout naturellement, il peut que soutenir son mentor. Ce sont des voyous, ces gens-là. De toutes les façons, ils vont voir. Hein. On va voir comment il va passer son chemin pour arriver à la présidence ici, celui-là. Donc, vous-même qui êtes assis ici, vous pourriez dire, le professeur aussi, son affaire d'amitié, de fraternité avec Guillaume Soro, là, ce qu'il est en train de nous dire, ah, voilà, ça là, c'est la religion. C'est comme si c'était juste une croyance. Parce que nous, quand on regarde la Côte d'Ivoire, là, on va passer comment pour arriver? Quand on voit comment Alassane descend de l'avion en marchant comme Robocop. C'est comme s'il y a un moteur à pseudopode, c'est-à-dire à petits pas millimétrés qui a été monté dans ses pieds pour qu'il marche. Hein? On dit, il est vivant. Il est vivant. On est foutu, il est vivant. Il n'est pas mort. Donc on dit, Franklin Yamsi, arrêtez de nous enfumer. L'affaire là, vous ne pouvez pas prendre ça. Dites-nous pourquoi vous êtes convaincus que Guillaume Soro est en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous faire croire des choses. Faites-nous penser. Je veux répondre à cette objection. Alors, Guillaume Soro est en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire parce que Alassane Dramane Ouattara a déjà perdu le pouvoir. Pour celui qui possède la vision, Alassane Dramane Ouattara qu'on voit là, c'est une coquille vide. Je ne dis pas simplement ça sur le plan. Je ne parle pas du plan physique parce que nous tous, si Dieu le veut, on va vieillir. Et personne ne peut dire ici comment il va vieillir. Personne ne peut dire a priori qu'il sera en meilleure santé que le président du RHDP. Ce n'est pas donc de sa santé que je veux spécialement parler. Je veux parler de ces sources de vie politique qui se sont asséchées et qui ont disparu. Alassane Ouattara bénéficiait du soutien mécanique des populations du Nord quand il avait réussi à les manipuler avec l'affaire de la carte de séjour et de l'ivoirité. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'actuellement il bénéficie encore du soutien mécanique du Nord? Faux. Alassane Dramane Ouattara bénéficiait du soutien mécanique des étrangers de Côte d'Ivoire quand il avait réussi à se positionner comme le défenseur contre l'exclusion des étrangers. Oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, là, les étrangers de Côte d'Ivoire comptent encore sur lui? Qui a entamé les négociations, l'approche d'Alain Toussaint en m'envoyant vers lui. Vous l'avez vu, Tibius Kofi. Il était en exil ici. Tibius Kofi n'est-il pas Abidjan? N'est-ce pas le président Guillaume Soro qui m'a envoyé auprès de Tibius Kofi pour faciliter son retour? Et je pourrais vous citer au moins 15 exemples d'Ivoiriens, dont le président Guillaume Soro a facilité le retour au pays. Mais je vous pose la question, est-ce que le président Guillaume Soro, lui, est rentré au pays? C'est ça un homme d'État. Même si demain, il arrive que je sois dans une situation pire, je préfère, en tant qu'homme d'État, servir mon peuple. Ce que je ne peux pas avoir, je suis prêt à me battre pour que d'autres l'aient. C'est ça, l'homme d'État. Et ça renvoie à la métaphore de l'arbre biophile. L'arbre... On applaudit s'il vous plaît. C'est fort. Merci beaucoup. Guillaume Soro est un leader qui est prêt
à rendre service à ses concitoyens, y compris sans en bénéficier lui-même. Il s'est battu pour que les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire et lui, il en est encore empêché aujourd'hui. Pendant que ceux pour qui il s'est battu sont en Côte d'Ivoire. Voilà les faits. Je vous ai dit que nous nous baserons sur les faits pour que vous compreniez la notion d'homme d'État. Mais il y a autre chose dans la notion d'homme d'État. J'avance dans cette notion. C'est quelqu'un qui a des qualités qui manquent à la plupart de ses concurrents. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, dans une époque donnée, a des qualités qui manquent à la plupart de ses concurrents. Nous avons écrit ce livre pour souligner les qualités qui manquent à la plupart des concurrents du président Guillaume Soro. Alors, d'abord, la plupart des concurrents actuels du président Guillaume Soro, il leur manque une expérience politique variée. Je donne les arguments. Un, ceux qui disent qu'ils peuvent être meilleurs présidents de la République actuellement en Côte d'Ivoire face à notre leader Guillaume Bakori Soro, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas une expérience politique suffisamment variée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont devenus, pour certains, présidents de la République sans avoir été députés, ni président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas citer les noms. Hein. Ils ont accédé à la candidature à la présidence de la République dans leur parti sans avoir jamais été Premier ministre, ni président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ni député de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné que mon leader était un serpent dans son pantalon, alors que lui, il avait été, bon, bref, ministre du régime passé, du régime du président Bédi avant de s'éclipser de la scène politique ivoirienne. Alors que toi, dans la classe politique ivoirienne, tu as à peine scintillé, que déjà tu étais éteint. Mais c'est toi qui appelles quelqu'un qui a été Premier ministre, ministre d'État, président de l'Assemblée nationale, tu l'appelles serpent dans ton pantalon. C'est pour ça qu'on écrit des livres comme ça, pour replacer, pour ainsi dire, l'église à sa place dans le village. Pour reconstituer le bois sacré, afin que n'importe quoi ne soit pas dit à propos de n'importe quoi. Le président Guillaume Soro a la particularité d'avoir pratiqué la politique institutionnelle et la politique de résistance. C'est-à-dire que dans un monde de menaces, comme celui dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'un des Ivoiriens les plus compétents pour défendre la sécurité de l'État. Puisqu'il sait défendre, eh bien, une communauté en période de guerre. Mais en période de paix aussi. Il se caractérise par l'audace, une audace qu'on n'a pas tirée, et ça c'est le deuxième argument, l'audace des initiatives qui apparemment sont défavorables, mais qui finalement s'avèrent justes. Je vais m'expliquer. Le président Guillaume Soro a commencé à parler du pardon et la réconciliation au moment où, dans la majorité de l'ancien RHDP, parti unifié, on ne voulait pas en entendre parler. Je me souviens en 2017, lors d'une émission, dans une chaîne de télévision ici à Paris, un militant du RDR m'accusa, moi, conseiller de Guillaume Bakori Soro, qui disait qu'il était important, comme le disait le président Guillaume, qu'on aille à la réconciliation et au pardon. Il a dit que Guillaume Soro, je cite ce militant, il a dit ça à la chaîne Africa 24. Guillaume Soro complote contre la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro appelle au pardon et à la réconciliation. Ça, c'est une citation des propos d'un militant cadre du RDR en 2017. Alors, en fait, pourquoi Guillaume Soro a-t-il appelé au pardon et à la réconciliation au moment où le président Alassane Ouattara et ses compagnons pensaient avoir écrasé pour toujours l'opposition et avoir le pouvoir à vie? Si le président Guillaume Soro a pris sur lui de commencer à parler du pardon et de la réconciliation avant presque tout le monde, dans l'ancien pouvoir RHDP, c'est parce qu'il savait, par la vision politique, que personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Je recommence cette idée. L'homme d'État, Guillaume Soro, sait qu'on ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire et bien de leur pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Le RHDP du président Alassane Ouattara aujourd'hui est un parti qui gouverne la Côte d'Ivoire en écartant les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Qui vient de refuser de donner le certificat de nationalité de M. Tidiane Diallo? Quelqu'un qui en 2000 est allé dimanche
nuitamment chez un juge de Dembokro, obtenir un certificat de nationalité qui allait faire couler beaucoup de sang et de larmes sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui refuse à Tidiane Thiam son certificat de nationalité aujourd'hui. Qui a enlevé les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro des listes électorales? C'est quelqu'un qui, lui, de mon point de vue scientifique, et ça là-dessus, il n'y a même pas un débat. Lui, il est né à Sendou, dans l'ancienne Haute-Volta. C'est là-bas qu'il est né, et c'est là-bas que se trouvent les terres de ses parents. Mais c'est lui qui vient en Côte d'Ivoire chasser ceux, mais qui sont nés de père et de mère ivoiriens connus. Et à l'endroit où ils sont nés, on sait que c'est en Côte d'Ivoire. Qui fait ça en Côte d'Ivoire? C'est Aoussingben, celui derrière qui tu vas, et puis tu n'as rien. Donc, le président Guillaume Soro, en fait, quand en 2017, le 3 avril précisément, il lance le discours du pardon et de la réconciliation, en fait, il démontre qu'il est un homme d'État. Parce qu'il démontre qu'il est incapable de concevoir une Côte d'Ivoire avec, le président Laurent Gbagbo exclu, Charles Blé Goudé exclu, l'ouest de la Côte d'Ivoire soumis par la violence et par la force, humilié. Il était incapable de concevoir une telle Côte d'Ivoire. Et c'est son impatience devant cette réconciliation qui traînait, qui lui a valu la haine d'Alassane Ouattara. Mais je vais donner un deuxième exemple. La force que le président Guillaume Soro a de soutenir des idées qui ne sont pas dominantes, parce que ce sont des idées justes, malgré qu'elles ne soient pas dominantes. Mais qui est le plus grand exclueur? Oui, on peut créer ce mot. Qui est le plus grand exclueur de cadres du nord de la Côte d'Ivoire dans les plus hautes fonctions politiques? Vous serez très surpris. Regardez aujourd'hui l'équilibre institutionnel de la Côte d'Ivoire. Combien de cadres du nord de la Côte d'Ivoire, je veux dire, issus de familles classiques, traditionnelles du nord de la Côte d'Ivoire, sont à la tête des institutions? Monsieur Alassane Ouattara est un Ivoirien, mais d'origine voltaïque. Non, il ne se reconnaît pas. Non, à l'époque, le Burkina Faso ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait la Haute-Volta. Ça, il est reconnu comme ça. D'accord? Madame Kandia Kamara est une Ivoirienne, mais elle est d'origine guinéenne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Amadou Gon Coulibaly, qui est un Ivoirien de père et de mère, et de Korogo, il n'est pas mort. Dans les mains de qui? Non, disons dans quelles mains il est mort. Ahmed Bakayoko de Séguéla, qui était un fils du Nord, il est mort dans les mains de qui? Amadou Soumaoro, un fils de Séguéla, un fils du Nord, il est mort dans les mains de qui? On l'a vu mourir. Mais je me demande comment les gens ne peuvent pas se rendre compte que le pouvoir qu'on a aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire est profondément mortifère. D'abord pour le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le pire pouvoir que le nord de la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Ce ne sont pas les pèlerines et les pèlerins à la Mecque qui diront le contraire. Jamais ils n'ont été aussi maltraités que sous le pouvoir de quelqu'un qui, entre deux gorgées de champagne, naturellement, prétend être un bon musulman. Mais on l'a vu à New York, c'est pas quelque chose que j'invente, on l'a vu à New York dans un dîner officiel, oui ou non? Le serveur de vin était derrière. On lui dit, on vous sert, il dit, rajoutez ça. Donc, écoutez, j'insiste sur ces exemples concrets pour vous montrer la différence de leadership. Un leader qui fait disparaître de grands fils du Nord et de grands fils de la Côte d'Ivoire du champ politique, et en face un leader qui fait tout pour se réconcilier avec ceux de ses frères avec qui il lui est arrivé de se fâcher. Voilà une différence fondamentale. Et j'ai fini de traiter de la partie l'homme d'État. L'homme d'État. Je crois que celui qui a écouté ce que j'ai dit ici ne peut pas nier la différence entre l'homme d'État, Guillaume Soro, et l'homme d'État, Alassane Ouattara. C'est une notion, hein. Comme dirait le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une insulte, hein. C'est une description. C'est ce qu'il est. Quand vous adhérez au RHDP, vous abandonnez votre cerveau, vous devenez un mouton. D'accord? Ça veut dire que le chef des moutons est lui-même un homme de tas. C'est-à-dire qu'il traîne des hommes en tas. C'est ça qu'il est. Maintenant, le livre que voici a été écrit pour rafraîchir la mémoire aux gens en rappelant des faits élémentaires. Nous avons étudié ici avec le camarade Koubila Collins
Nous avons étudié l'évolution de tous les présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'évolution de tous les premiers ministres de Côte d'Ivoire. Nous avons évalué les prises de position sur les grandes questions ivoiriennes, des grands hommes d'État ivoiriens. Et ce que nous avons vu, c'est que le président Guillaume Soro se caractérise par la capacité à prendre des risques pour soutenir une idée juste, même quand il est en situation minoritaire. De tous les leaders, il partage cette qualité avec le président Laurent Gbagbo. C'est incontestable que le président Laurent Gbagbo a cette capacité de ne pas être d'accord, y compris quand tout le monde est couché. Et c'est un point essentiel par lequel les deux hommes se respectent. Je voudrais souligner ici que le président Laurent Gbagbo a publiquement dit qu'il a eu beaucoup de premiers ministres. Mais il a dit le nom de son meilleur premier ministre. J'espère que vous connaissez le nom du meilleur premier ministre du président Laurent Gbagbo. De la bouche du président Laurent Gbagbo, le nom qui a été prononcé, c'est Soro Kibakori Guillaume. Écrivez ça. Mais pourquoi le président Gbagbo dit-il que le premier ministre Guillaume Kibakori Soro fut son meilleur premier ministre? Lui qui a eu quand même d'éminents Ivoiriens comme premier ministre, du point de vue de leur capacité intellectuelle. Le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, le premier ministre Eliman Diarra, le premier ministre Charles Konan Banni, ce sont des Ivoiriens de qualité. Mais le président Laurent Gbagbo nous dit, de tous mes premiers ministres, le meilleur, c'est Guillaume Soro. Pourquoi est-ce Guillaume Soro? Mais parce que Guillaume Soro est capable de prendre des décisions d'intérêt général. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions qui n'ont pas pour but de lui profiter à lui ou à son clan. Mais pourquoi à chaque fois les trois premiers ministres avant le président Guillaume Soro n'ont pas pu faire l'unanimité? Mais parce que le pays se plaignait que certaines de leurs décisions ne profitaient qu'à leur clan. On a estimé que le premier ministre issu du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ne pouvait plus tenir. Pourquoi? Parce que le pays était divisé à la suite de la crise de 2000 jusqu'à 2003 et qu'il représentait un clan. Par la suite, le premier ministre Seydou Eliman Diarra, on a estimé que c'était un bourgeois et qui n'avait pas le contact avec les classes laborieuses ivoiriennes et qui ne tenait pas le coup à la tête de la primature. Le premier ministre Charles Konan Banni, c'est un banquier. Et comme l'a dit le président Gbagbo lui-même, ce dont on a besoin à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est des hommes d'État, pas des banquiers. Oui. Donc il ne pouvait pas tenir non plus, non pas parce qu'il n'avait pas les qualités, mais parce qu'en fait, il ne cochait pas toutes les cases de la sensibilité ivoirienne. Qu'est-ce qui caractérisait Guillaume Soro? La capacité de négocier avec ses adversaires, la capacité de faire des compromis, la capacité d'accepter la diversité et la pluralité des points de vue. Voilà la grandeur d'un homme d'État. Et s'il était le meilleur premier ministre du président Laurent Gbagbo, c'est parce que les proches du président Laurent Gbagbo se sentaient plus à l'aise sous Guillaume Soro premier ministre que quand leur propre leader de parti était premier ministre. Un bon premier ministre, un homme d'État, est celui qui met à l'aise ceux-mêmes qui ne sont pas de son bord politique. Par quoi? Par la pratique de la justice. La pratique de la justice. Alors, pourquoi est-ce que nous avons dit tout ceci? Nous avons dit tout ceci parce que quand nous avons regardé le candidat potentiel du PDCI, que nous respectons, le candidat potentiel du PPACI, c'est tout naturellement le président Laurent Gbagbo, que nous respectons énormément. Nous voyons bien que le candidat naturel du parti moutonnier, que nous avons amplement décrit, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité a pour objectif la présidence à vie à la tête de son parti. Mais quand on compare tous les candidats connus et potentiels à l'élection présidentielle, nous pensons que celui qui possède à la fois l'énergie pour continuer à servir l'État, donc qui est encore dans la force de l'âge pour continuer à servir l'État, et qui par son parcours a en effet développé des compétences diverses et variées, celui qui est le mieux apte à tenir la Côte d'Ivoire des 10 prochaines années, pas seulement par les capacités physiques, psychologiques, morales, politiques, mais également en raison de son expérience en tant que tel, nous pensons que c'est le président Guillaume Kibakori Soro. Alors pourquoi est-ce que nous le pensons? Nous le pensons parce que tous ceux qui ont déjà exercé le pouvoir d'État comme président de la République en Côte d'Ivoire nous ont amplement montré leur valeur. Le président sortant de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara,
n'a plus rien à montrer aux Ivoiriens. On a déjà tout vu avec lui. Le président Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. À son retour en Côte d'Ivoire, il a lui-même dit qu'il n'avait plus rien à découvrir, qu'il était venu préparer la transmission du pouvoir à une nouvelle génération de ses camarades. Et qu'à partir de cet instant commençait son départ. Ce sont ses mots. Mais quel est l'homme d'État comparable par le parcours à ces deux hommes d'État vivants aujourd'hui, des grandes formations politiques rivales? Quel est l'homme d'État qui est, quant à lui, qui possède quant à lui la vitalité nécessaire, l'expérience nécessaire, la capacité de compromission, de négociation, de pardon et de réconciliation nécessaire pour tenir le pays? Mais c'est Guillaume qui m'a poli Soro, c'est-à-dire que vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas mieux. Vous ne trouverez pas mieux, et c'est ce que nous montrons dans ce livre. Alors, maintenant, je voudrais faire une autocritique. On pourrait dire, bon, votre livre, de toute façon, comme vous êtes GPS, comme vous êtes le conseiller spécial de Guillaume Soro, vous, Frappé Yamsi, de toutes les façons, on vous connaît. J'imagine M. Ouattara dans les phases que j'imagine. Mais, c'est un voyou, que vous soyez là. Mais c'est un torsion. Hein, Dominique? Oui, chou. C'est un torchon, Dominique. Ah oui, chou, c'est un torchon, son bouquin. De toutes les façons, il se sortira forcément du Soro. Bon, j'imagine M. Ouattara en train de. Quand il dit ça, mais. Guillaume Soro, l'homme d'État qui a écrit Frappé Yamsi, mais c'est évident. Naturellement, il peut que soutenir son mentor. Ce sont des voyous, ces gens-là. De toutes les façons, ils vont voir. On va voir comment il va passer son chemin pour arriver à la présidence ici, celui-là. Donc, vous-même qui êtes assis ici, vous pourriez dire, le professeur aussi, son affaire d'amitié, de fraternité avec Guillaume Soro, là, c'est qu'il est en train de nous dire, ah, voilà, ça là, c'est la religion. C'est comme si c'était juste une croyance. Parce que nous, quand on regarde la Côte d'Ivoire, là, on va passer comment pour arriver? Quand on voit comment Alassane descend de l'avion en marchant comme Robocop. C'est comme s'il y a un moteur à pseudopôle, c'est-à-dire à petit pas millimétré qui a été monté dans ses pieds pour qu'il marche. Hein? On dit, il est vivant. Il est vivant. On est foutu, il est vivant. Il n'est pas mort. Donc on dit, Franklin Yamsi, arrêtez de nous enfumer. L'affaire là, vous ne pouvez pas prendre ça. Dites-nous pourquoi vous êtes convaincus que Guillaume Soro est en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous faire croire des choses. Faites-nous penser. Je veux répondre à cette objection. Alors, Guillaume Soro est en chemin vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire parce que Alassane Ouattara a déjà perdu le pouvoir. Amen. Pour celui qui possède la vision, Alassane Ouattara qu'on voit là, c'est une coquille vide. Je ne dis pas simplement ça sur le plan. Je ne parle pas du plan physique parce que nous tous, si Dieu le veut, on va vieillir. Et personne ne peut dire ici comment il va vieillir. Personne ne peut dire a priori qu'il sera en meilleure santé que le président du RHDP. Ce n'est pas donc de sa santé que je veux spécialement parler. Je veux parler de ces sources de vie politique qui se sont asséchées et qui ont disparu. Alassane Ouattara bénéficiait du soutien mécanique des populations du Nord quand il avait réussi à les manipuler avec l'affaire de la carte de séjour et de l'identité. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'actuellement il bénéficie encore du soutien mécanique du Nord? Faux. Alassane Ouattara bénéficiait du soutien mécanique des étrangers de Côte d'Ivoire quand il avait réussi à se positionner comme le défenseur contre l'exclusion des étrangers. Oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, les étrangers de Côte d'Ivoire comptent encore sur lui? On continue. Alassane Ouattara bénéficiait du soutien. Il bénéficiait du soutien, eh bien, du Mali, parce qu'il est malinqué, du Burkina Faso, parce qu'il est Botaï. Il bénéficiait du soutien de plusieurs pays de la sous-région, à majorité musulmane. Il l'a dit lui-même, on ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman et originaire du Nord. Il a dit ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, la sous-région musulmane, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, est-ce que la sous-région là est encore avec Ouattara? Donc Alassane Ouattara a perdu le soutien. Je vous fais remarquer qu'il ne va nulle part dans la sous-région. Est-ce qu'on l'a revu à Ouagadougou encore? Est-ce qu'on l'a revu à Bamako encore? Même au Sénégal, il a peur d'aller. Il tremble à l'idée d'aller au Sénégal.
Alassane Ouattara est donc isolé au plan régional. Il est coupé du soutien régional. On continue. Je vous dis qu'il est politiquement décédé. Celui que vous voyez là. Il a dit dans une interview célèbre à Jeune Afrique, je ne dois rien à personne, sauf à la France. Il a dit ça, non? La France, là, elle peut sauver Ouattara? Non. Aujourd'hui, là. Si la France pouvait sauver Ouattara, pourquoi elle n'a pas sauvé Bazoum au Niger? Oui, pourquoi elle n'a pas sauvé Macky Sall au Sénégal? Oui! Tout le monde sait aujourd'hui que la France est une puissance déclinée. Je ne dis pas déclinante, mais déclinée. C'est-à-dire que sa puissance est au passé. Celui qui compte sur la France pour exercer le pouvoir en Afrique s'appuie sur la branche morte d'un arbre lui-même complètement desséché. On peut donc prévoir, sans risque de se tromper, de façon apodictique, le fracas avec lequel il va tomber, en s'appuyant sur cette branche. Oui, Bazoum pensait que l'armée française le sauverait des griffes de l'armée nigérienne. J'étais au Niger, je suis passé devant l'endroit où on lui a fait chanter la chanson qui marche actuellement en Afrique. Il y a une tortue à la présidence là-bas, c'est les présidents qui donnaient à manger à cette tortue. Les présidents qui donnaient la salade à la tortue. Quand on l'a débranché là, il voulait quand même aller donner la salade à la tortue. On lui dit non, tu n'as même pas le droit à la tortue là. C'est ceux qui sont présidents qui lui donnent la salade. Il est là-bas. Ils ont promis de faire une opération spéciale. Ils allaient projeter des parachutistes. Moi, je suis allé voir la description de la situation militaire qui régnait. L'armée française était encerclée. Ils ne pouvaient même pas broncher. Ils auraient été écrasés s'ils avaient osé une opération contre le Niger. Ils étaient en infériorité militaire, en fait. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas gagner militairement la guerre contre l'armée nigérienne. Écrivez ça. Je vous le dis. Donc, en fait, Alassane Ouattara a construit son hégémonie sur les Ivoiriens sur le soutien de la France. Or, la France ne peut plus sauver un dictateur africain. Donc, il dit, je ne dois rien à personne sauf à la France. Or, la France ne peut plus aujourd'hui sauver un dictateur africain. Donc, Alassane Ouattara est politiquement mort. Écrivez ça. Maintenant, pour que ceci passe de la pensée à la réalité, il faut le front uni qui a été appelé par notre mouvement GPS. Le front uni qui doit être pensé et voulu par le peuple ivoirien dans son écrasante majorité et par les véritables leaders de l'opposition ivoirienne est la solution. C'est le coup de poing à un corps malade. Le front uni de l'opposition est le cadre dans lequel le peuple ivoirien va reprendre sa souveraineté. Alassane Ouattara ne pourra pas empêcher 3, 4, 5 millions d'Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire à lui dire maintenant ça suffit. L'explosion des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, de la vie politique de leur pays ne sera pas possible quand le front uni se mettra en branle dans les rues de Côte d'Ivoire. Et ce ne sera que l'accomplissement de ce qui est déjà accompli sur le plan de l'esprit. Donc, oui, vous me direz, ce livre est là pour démontrer que Guillaume Kibakori Soro est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Sur quoi comptez-vous? Je dis, sortez de la vision à court terme. Sortez de la vision à moyen terme. Allez dans la vision à long terme. Regardez dans l'avenir le plus profondément possible. Si vous regardez bien, Alassane Ouattara n'est plus. Il n'est plus là. L'homme que vous avez vu, l'individu complètement chimique et géothermique que vous avez aperçu, l'individu effervescent qu'on a vu descendre de l'avion, n'est plus que l'ombre de lui-même sur le plan métaphysique et spirituel. Vous avez vu là une incarnation vide d'âme. Ce pouvoir, le peuple de Côte d'Ivoire va le reprendre pour lui-même. Et pour cela, il faut que les filles et les fils de Côte d'Ivoire renoncent à la vengeance, au règlement de compte, au petit calcul, et qu'on veuille que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle mérite d'être pour toujours, une grande patrie panafricaine. Alors, lectrices, lecteurs, chers camarades du mouvement, le livre, chacun a la possibilité de le commander sur Amazon. Je ne suis pas venu ici avec une pile de livres, parce que de toutes les façons, si je viens avec une pile de livres, vous devez me payer plus cher.
Commandez le livre sur Amazon, il est livré à la maison pour 7 € et un peu, quelques frais de transport. Alors si moi je dois commander, vous êtes par exemple plus une cinquantaine ici rassemblés, si je dois commander 50 livres pour qu'ils viennent à la maison, je vais payer les frais de port. Et si je dois les revendre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter le prix. Nous avons conçu la distribution du livre par Amazon ici en Europe pour que les camarades achètent facilement la quantité qu'ils veulent et qu'ils le partagent autour d'eux. Je crois que Dieu ne nous a pas tous abandonnés. Plusieurs d'entre nous ici peuvent acheter au moins 10 exemplaires de ce livre et le partager autour d'eux. Et je m'attendais donc à ce que ceux qui ont leur exemplaire du livre, puisque je suis l'un des co-auteurs, à l'occasion de cette conférence, viennent avec leur exemplaire et j'appose un petit mot. Mais vous me demandez d'acheter les livres pour nous, d'augmenter le prix des livres et de les revendre. C'est trop, me demandez. J'ai déjà écrit et il est disponible. Donc, s'il vous plaît, ce livre qui est en fait une brochure d'ouverture de campagne, c'est nous, GPS, qui devons en être les principaux commandeurs, les principaux diffuseurs. Et il est aisé de le faire si on possède une carte bancaire, bien sûr. Et je crois qu'il est difficile d'être ici, en Europe, sans en posséder une, ou connaître quelqu'un qui en possède une. Achetons le livre et partageons-le autour de nous. Et moi, je réitère à ma chère camarade Nadine, ma disponibilité pour signer autant de dédicaces que nécessaire. Je dis même que je peux envoyer des dédicaces à distance. Je prends une feuille blanche, j'écris une dédicace, je vous envoie ça par WhatsApp, vous imprimez, vous collez dans le livre. C'est ce que je fais pour beaucoup de livres, pour des camarades que je ne peux pas aller voir sur place. Donc voilà, chers camarades, et vous tous ici réunis, chers camarades Zoumana, je suis très heureux d'être venu participer à cette action d'éveil et j'espère qu'au terme de cet exposé, j'ai établi de manière incontestable que notre leader est un homme d'État, que notre leader est en marche vers la présidence de la République et que ce n'est pas parce que nous sommes ses militants, ses amis, ses frères que nous le disons, mais parce que nous pensons, en regardant objectivement la situation de la classe politique ivoirienne, que personne ne remplit mieux que lui les conditions pour assurer la pérennité de l'État de Côte d'Ivoire, sans exclure les Ivoiriennes et les Ivoiriens de leur destin. Que Dieu bénisse notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Alors, le président Guillaume Kibafori Soro a toujours placé l'éducation au cœur de ses préoccupations. D'ailleurs, son premier engagement politique a eu lieu dans le milieu éducatif, où il va émerger comme leader syndical. Mais qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, ce n'est pas seulement la transmission des connaissances, des formations que le maître ou l'instructeur ou le professeur donne à ses apprenants, à ses élèves. L'éducation, c'est la construction des générations qui doivent affronter les difficultés de la vie. Or, en fait, l'éducation doit donc, dans le programme même éducatif, intégrer les difficultés réelles auxquelles l'individu sera confronté pour pouvoir l'aider à être capable de leur faire face. Or, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté quand on est en Côte d'Ivoire? Ces difficultés sont liées à l'insuffisance alimentaire. Ces difficultés sont liées à l'insuffisance en termes d'État, donc de moyens financiers. Ces difficultés sont liées à l'insuffisante intégration dans la vie citoyenne. Ces difficultés sont liées à l'insuffisante intégration africaine. Donc, de la même façon, pour Génération et Peuple Solidaire, l'éducation doit concevoir un programme permettant aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens d'affronter ces difficultés principales de la vie. L'insuffisance alimentaire doit en effet être contrecarrée par un rééquilibrage entre l'agriculture vivrière et l'agriculture d'exportation, parce que la Côte d'Ivoire est dépendante encore du modèle d'exportation de produits qu'elle ne consomme pas dans ce terrain. Il s'agit d'inverser la tendance, y compris dans la formation des élèves. Je couple ainsi ma réponse à la question éducative et à la question sur l'agriculture. En fait, le premier des enseignements qu'on doit donner aux enfants, c'est comment se nourrir eux-mêmes. Comment générer eux-mêmes les moyens qui leur permettent de vivre. Donc GPS introduira l'agriculture,
et notamment l'agroécologie au programme de tous les élèves lycéens et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais l'éducation doit être en adéquation avec le monde de l'emploi. Et cela pose le problème de la formation. On doit se demander quelles sont les priorités. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, est insuffisamment industrialisée. C'est-à-dire qu'elle ne transforme pas suffisamment sur place ce qu'elle consomme. Ce qui fait qu'elle est obligée de payer en importation ce qu'elle ne devrait pas payer en importation, mais qu'elle devrait gagner plutôt en exportation. Donc, il faut que dans la formation des Ivoiriennes et des Ivoiriens, l'accès aux métiers permettant de produire les marchandises les plus prisées du commerce international et les plus nécessaires à la vie nationale, il faut que la formation privilégie l'opérationnalité économique. Et puis à un troisième niveau, il n'y a pas d'éducation, il n'y a même pas un pays capable de se propulser sur le terrain agricole sans une grande recherche scientifique. Parce que c'est la recherche qui permet de découvrir de nouvelles formules, de nouveaux produits, de nouvelles possibilités de production, qui à leur tour vont inspirer les ingénieurs, qui vont inspirer les entrepreneurs, qui vont inspirer les différents acteurs économiques. On doit financer la recherche, on doit mettre de l'argent dans la recherche. Sans recherche, on ne va pas trouver de nouveaux brevets, on ne va pas trouver de nouvelles applications, on ne va pas trouver de nouveaux usages agricoles et consorts, et on ne sera donc pas capable, en quelque sorte, de booster l'économie ivoirienne. Je me résume en disant, pour GPS, l'éducation doit être une éducation qui prépare à affronter la vie, et non pas une éducation qui prépare à se revendiquer ou à revendiquer des diplômes. Pour GPS, l'agriculture est une matière de l'éducation citoyenne fondamentale et elle doit aller vers l'agroécologie. On doit avoir une Côte d'Ivoire où l'agriculture vivrière est supérieure en pratique à l'agriculture d'exportation industrielle. GPS veut inverser cette courbe-là. Voilà les réponses que je peux apporter, mais je n'irai pas plus loin puisque, vous le savez très bien, le RHDP est planqué à l'affût pour faire copier-coller, comme d'habitude. Voilà mes réponses à la première question. J'ai couplé la question éducative et la question agricole. Merci, professeur. Vous avez été très clair. Monsieur Touré, vous avez eu votre réponse. J'ai à ma gauche Monsieur Daniel Kobi, qui est de la délégation de Mme Wassam Koulibaly, qui a une question à vous poser, professeur. Bonsoir, professeur, et merci pour cette brillante introduction. C'est toujours un plaisir de s'abreuver de vos richesses intellectuelles. J'ai une question d'ordre politique actuel, d'actualité. Il nous a en tout cas pas manqué d'apprendre que le PPACI et puis le PDCI ont demandé à leurs représentants de suspendre leur participation, vous savez, aux activités de la CEI. Je voulais d'abord savoir dans un premier temps si le GPS, tant tel que le pouvoir, le régime actuel, a admis et accepté finalement comme un parti politique, si le GPS a des représentants au sein de cette institution. Sinon, que pensez-vous donc de cette position, de ces deux grands partis? Que pensez-vous aussi des avis cyniques, si vous voulez, de certains détracteurs qui disent que ce n'est pas du tout logique que ces partis-là tiennent ce genre de position, d'autant qu'ils ont leurs représentants qui siègent dans cette institution, qui prennent des décisions, qui ont été élus, etc. Donc, il n'y a absolument aucun sens, selon eux. Que pensez-vous de cette position? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Mais ici encore, GPS a tort d'avoir eu raison très tôt. GPS est la formation politique qui a indiqué qu'il n'y aurait pas élection présidentielle dans les conditions actuelles en Côte d'Ivoire. Même en 2020, GPS a dit la CEI que vous voyez là va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Et la Côte d'Ivoire brûla. La CEI recommence à vouloir brûler la Côte d'Ivoire. Écoutez, prenons la position du PDCI. Moi, je ne suis pas militant du PDCI, mais je comprends la position du PDCI. Le candidat potentiel du PDCI, c'est qui?
c'est M. Tidiane Thiam. Il est le président du PDCI. Il a au moins une présomption d'être le candidat à l'issue de leur investiture. Mais que vient de faire M. Ouattara? Il vient d'indiquer que M. Tidiane Thiam ne serait pas éligible à l'élection présidentielle puisqu'il a manœuvré pour lui refuser l'attribution d'un certificat de nationalité, pièce administrative nécessaire à la candidature à l'élection présidentielle. Voilà comment M. Tidiane Thiam rejoint celui qu'il croyait être un serpent dans son propre pantalon, dans l'exclusion électorale. Quant au PPACI, son candidat, on dirait presque naturel, le président Laurent Gbagbo, mais il est exclu des listes électorales et donc de l'éligibilité à la présidence de la République. Mais dites-moi, vous voulez avoir des gens à la CEI alors que vous n'avez pas de candidat? Astaghfirullah. Mais ça, c'est la magie. Le PDCI se rend compte que Tidiane Thiam est empêché d'être candidat parce qu'on ne veut pas lui délivrer le certificat de nationalité. Et celui qui l'empêche de le faire est un type qui allait nuitamment, un dimanche, en l'an 2000, à Dembokro, obtenir d'Epiphan Zorobibalo, qui depuis lors a été abondamment récompensé, un certificat de nationalité dans des conditions brumeuses. Mais pourquoi diantre voulez-vous que le PDCI reste encore dans ce machin de CEI alors qu'on lui dit que son candidat ne sera pas candidat? Toi, tu viens dans une fête, on dit, toi là, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas danser. Pourquoi tu veux rester dans la fête? Chaque fois que tu veux danser, on te gifle. Tu veux manger, on te met un cocotin. Tu vas rester dans la fête? Non, tu sors. Tout à fait. Le PPACI est dans une situation d'exclusion. GPS est dans une situation d'exclusion. Notre candidat, le président Guillaume Soro, n'est pas dans les listes électorales malgré les verdicts concluants de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a enjoint à M. Ouattara d'introduire les noms des présidents Gbagbo et Soro dans les listes électorales et de les laisser compétir. Et il a dit que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples étaient nulles et de nul effet. C'est bien ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'on peut encore appeler commission électorale indépendante un organe qui veut trancher sur une élection sans candidat? Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas candidat. Je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire candidat. Le candidat, celui qui est candide, c'est-à-dire qui vient avec innocence et pureté s'exposer à l'examen du jury qui est le peuple. Mais Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'a priori, il a confisqué le pouvoir. C'est un putschiste civil, Ouattara Draman. C'est tout ce qu'il est. Il n'y a pas élection dans ces conditions. Il n'y a pas élection. Merci, camarade. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas élection dans ces conditions. Ce n'est pas une élection. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est un hold-up préélectoral. C'est de ça qu'il s'agit. Ils volent la souveraineté du peuple ivoirien et on ne peut pas rester les bras croisés comme ça. Il va falloir maintenant que le PDCI quitte la politique bourgeoise de salon et rejoigne le PPACI et le GPS dans le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Les conditions sont réunies. M. Tidiane Thiam croyait pouvoir négocier son statut de candidat en bonne amitié avec M. Ouattara, puisqu'on leur aurait promis à Paris que l'un serait président et l'autre premier ministre. Maintenant, il se rend compte qu'avec Alassane Ouattara, comme on l'a dit à Dembokro, c'est à Osingben. Tu vas derrière lui, tu n'obtiens rien. C'est l'obscurité. Moi, je me mets à la place de M. Thiam, je le comprends. Si je ne peux pas être candidat, pourquoi j'ai des représentants dans votre CI? C'est pour qui? C'est pour quel candidat? Entre-temps, vous voyez très bien comment on manipule M. Billon. Hein? Parce qu'Alassane Ouattara veut fabriquer un candidat du PDCI qui l'arrange. Depuis que Tidiane Thiam s'éloigne de Ouattara, Ouattara aime Billon. Oui! Il n'y a pas de hasard. Donc, mon cher frère, ce n'est pas compliqué à comprendre. Le peuple de Côte d'Ivoire, par millions, devra prendre la rue, comme dans mon pays natal, le Cameroun, pour reprendre sa souveraineté. Il n'y a pas d'autre solution. Si le peuple ivoirien se couche, Ouattara va continuer à le repasser. Il n'y a pas de CEI. Enlevez le I de CEI. Ou appelons ça autrement. Ce I-là ne représente pas indépendance. Il n'y a pas de CEI. Alassane Ouattara a déjà le résultat des élections.
Il a déjà exclu tous ceux qui peuvent le battre. Vous appelez ça élection? Non, il n'y a pas élection en 2025 dans les conditions de la CEI. Il y aura élection quand le front uni de l'opposition et du peuple ivoirien aura repris la souveraineté du peuple ivoirien. Et c'est valable partout où il y a une dictature. Là où il y a une dictature, il n'y a pas élection. Dans mon pays natal, le Cameroun, certains opposants naïfs m'ont insulté pendant un mois parce que je leur ai dit, mais ce n'est pas une élection qu'on a au Cameroun, c'est une pourrie élection. Une pourrie élection. Il y a un type, il possède tous les membres de la CEI. Les listes électorales, même, c'est lui qui est assis dessus. On ne sait même pas qui est dans la liste électorale. Et vous dites que vous allez aux élections, pourquoi? Non, il faut d'abord lui arracher le pouvoir d'imposer qui il veut à la tête du pays. Voilà ma réponse. On peut prendre la troisième question, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon cher. Je vais poser humblement ma question parce que je vais quitter ici très rempli, très plein de connaissances. Et je vous remercie pour votre brillante intervention. Merci beaucoup. Ma question, je vais vite la poser parce que moi j'ai eu la chance d'être à Abidjan en Mastelier pour mes vacances. J'ai assisté au procès de Sotoso et malheureusement j'ai constaté que la justice ivoirienne elle est instrumentalisée par le pouvoir en place. Que pensez-vous de la justice ivoirienne? Merci beaucoup. Merci. Merci, camarade. Bon, il y a des mots qu'on doit changer encore. Excusez, les philosophes sont comme des éléphants dans un palais de porcelaine. Quand la situation ne tient pas, on change les mots. Parce que sinon, on ne peut même pas vivre dans cette... Le mot justice, là, il signifie pratique de l'égalité entre les hommes. Donc ce que, chers camarades, vous avez vu là-bas, est que c'est la pratique de l'égalité entre les hommes. Ce n'est pas la justice. C'est un règlement de compte d'un monarque, d'un dictateur contre le peuple ivoirien. Moi, je suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire du Cameroun. L'une des questions qui me travaille, c'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara déteste autant la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il faut détester un pays pour détruire la justice. Parce que la justice, c'est la seule chose qui permet à chacun de se sentir bien dans le pays. La justice, c'est l'institution qui entretient l'égalité parmi les hommes. Quand tu détruis la justice, tu détruis l'humanité. Les hommes ne peuvent plus vivre ensemble comme des humains, ils vivent ensemble comme des bêtes. Alors triomphe à nouveau ce qu'on appelle la loi de la nature. Le droit du plus fort, qui n'en est pas un, ce n'est pas un droit. M. Ouattara a détruit la justice parce qu'il veut imposer aux Ivoiriens d'accepter qu'il est président par peur d'être tué. Il a détruit la justice parce que lui et son clan pillent l'État de Côte d'Ivoire. Quand on fera le bilan de l'enrichissement d'Alassane Dramane Ouattara et de tout ce qui l'entoure, en 30 ans de vie politique en Côte d'Ivoire, il y aura un deuil national d'au moins 1 an. Il vole et il vole sans cesse. Il a instauré l'injustice pour piller la Côte d'Ivoire. Prenez juste l'épisode des privatisations des années 90. Le jour où on va ouvrir le dossier de qui a racheté des pans entiers de l'économie publique ivoirienne qui fonctionnait bien, vous aurez honte que nous ayons accepté cela un jour. Quand on va regarder l'usage des budgets de souveraineté, 342 milliards de CFA en moyenne par an à la présidence de la République. Quand on va regarder les rétrocommissions, quand on va regarder les membres du clan qui ont des parts dans les entreprises parapubliques, des parts dans les banques, quand on va mettre les pieds dans la gestion du patrimoine immobilier de la Côte d'Ivoire par le clan Ouattara, on va pleurer pendant 1 an. Il faut donc savoir qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. S'il y a de la justice, c'est pour des affaires sans enjeu politique. Parce que là, les juges peuvent travailler sans avoir peur de Ouattara. Mais Ouattara se promène avec un gourdin et les juges surveillent leurs arrières avant de dire une décision concernant le domaine politique. Quand un juge voit le camarade vice-président Soul Toussoul devant lui, il sait qui est derrière lui avec le gourdin. Donc le juge écrit la décision en disant à Alassane Ouattara, pardon, je vais faire ce que tu as dit. La justice reprendra toute son ampleur en Côte d'Ivoire quand celui qui menace la justice cessera d'avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que cela.
Et si on lui laisse le pouvoir, il va continuer à détruire la justice. Il n'existe plus de justice pour toutes les Ivoiriennes, pour tous les Ivoiriens. Il a pu en exister à certains moments. Là, c'est terminé. On n'a plus ça. Alors, par conséquent, celui qui est le fauteur de l'injustice, il faut le combattre. Alors, ce que vous dites, camarades, permet de souligner la responsabilité particulière des magistrats. Il y a quelque chose qui, moi, me fait mal au cœur. Mais pourquoi c'est seulement nous, là, qui devrions être en colère par rapport à l'injustice qui règne en Côte d'Ivoire? Est-ce que les magistrats ne sont pas des citoyens? Les magistrats sont des citoyens, ils ont des syndicats. Les syndicats de magistrats en Côte d'Ivoire se sont tués depuis pratiquement 4 ans, ils ne parlent plus. En 2018-2019, ils avaient eu le courage de dire notre impartialité, notre indépendance ont été détruites. Mais depuis, ils se taisent. En Côte d'Ivoire, on sait que celui qui se tait là, c'est parce que sa bouche est pleine. Honte à tous les magistrats accroupis. Comme, eh bien, l'individu suant, l'individu dégoulinant de sueur d'Adou Richard, qui a accompagné la justice en enfer. Honte à eux. Ce sont des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui vivent avec le peuple ivoirien et qui perpètrent l'injustice contre leurs compatriotes pour plaire à un sacrat. Un jour, il y aura un jugement pour les juges. Parce que je crois que le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on a tendance à décharger ceux qui exécutent des décisions injustes de leurs responsabilités morales et individuelles. On trimballe sous tout, sous partout. On l'amène à gauche, à droite, on ne le laisse pas dormir, on ne le laisse pas tranquille, on le harcèle. Et ceux qui exécutent ces décisions de harcèlement sont des magistrats formés avec l'argent public de la Côte d'Ivoire. Il faudra bien que tous ceux qui ont été victimes d'abus de justice soient réparés, non pas simplement en sanctionnant Ouattara Draman, mais il faut sanctionner tous les magistrats qui ont la lâcheté de prendre des décisions injustes par peur. Parce qu'en fait, la vie d'un homme vaut celle d'un autre homme. Hein? Les Centrafricains disent Zokwezo, l'homme vaut l'homme. Quand tu décides de l'injustice contre quelqu'un là, n'oublie pas que c'est quelqu'un. Et le jour où la justice reviendra, n'oublie pas qu'il faudra qu'on te cherche pour rétablir la justice. Donc, je suis pour une justice qui juge les magistrats. Parce qu'en fait, c'est un phénomène très rare en Côte d'Ivoire. La justice doit s'appliquer aux magistrats comme à tout le peuple. Or, on a une situation où les magistrats ont apparemment le beau rôle. Ah non, c'est pas moi. Le diable nous a possédés. Vous connaissez cette formule? C'est la lâcheté des magistrats. Le diable nous a possédés. Hein? C'est ainsi que s'exprimait Paul Yaoundé. Le diable nous a possédés. Non, ce n'est pas le diable qui nous possède. C'est notre propre lâcheté. On n'a qu'à arrêter d'être lâche. Tu es magistrat en Côte d'Ivoire. Ouattara te dit de punir un innocent. Tu lui dis non. Et comme vous serez nombreux, des milliers à dire non, il va réfléchir par 2 fois avant de vous punir. Mais dans tous les cas, s'il vous punit, c'est une punition qui vous en oblige. Alors que si vous exécutez les décisions injustes de Ouattara, vous participez à ces crimes et vous devrez en répondre. Voilà ma réponse à cette question. Merci, camarade. Merci, professeur. J'ai une question. 4e question. Bonjour, professeur. Merci pour la conférence que vous avez dit tout à l'heure. Ma question est la suivante. Vous qui êtes le conseiller du président Guillaume Soro. Et je voudrais savoir en ce moment précis, à l'heure des élections de 2025, quel est l'état d'esprit de notre président Guillaume Soro. Et je vais suivre avec une question que, avec le monde en pleine mutation, que pense le président Guillaume Soro concernant le panafricanisme? Merci beaucoup. Permettez que le professeur se rafraîchisse un peu. Merci, camarade. L'état d'esprit du président Guillaume Soro se dit, comme les camarades l'ont dit tout à l'heure, en un mot: sérénité. Alors, vous pourriez dire, bon, ça, ce sont les phrases. Pour les gens de la FECI, tout ça, là, vous êtes habitués à utiliser des formules comme ça pour vous en sortir quand on peut vous attendre dans un développement plus substantiel. Pourquoi le président Guillaume Soro est-il serein? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est politiquement décédé. J'ai démontré
le décès politique de Ouattara. Je vous ai dit que ce que vous voyez, c'est un ectoplasme, une coquille vide. C'est un fantôme du passé. L'individu formalisé qui avance devant vous n'incarne plus le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. D'accord? Le président Guillaume Soro est serein parce qu'il a vu ça déjà. Ce sont ceux qui n'ont pas vu ça qui ne sont pas sereins. Quand tu vois, tu sais. Quand tu ne vois pas, tu ne sais pas. Quand tu sais, tu es serein. Quand tu ne sais pas, tu n'es pas serein. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle le président Guillaume Soro est serein, mais c'est qu'avec le PPAC et le président Laurent Gbagbo, il y a une vérité qui s'impose. Une communion qui est en train de se former. Et vous savez, la loi des 2 contre 1 en Côte d'Ivoire. Il y a 3 grandes forces politiques là, dans la Côte d'Ivoire. Quand il y a 2 qui se mettent ensemble, l'autre perd. Regardez bien la loi du 2 contre 1. Chaque fois qu'elle joue, celui qui est 1, il tombe. La sérénité vient de là, c'est mathématique. Il va tomber. Même tout seul, comme il l'a fait à Yamoussoukro. Parce que parfois on ne le touche pas, il tombe seul. Ou bien il n'est pas tombé seul. Plusieurs fois, on ne le touche même pas. Ce sont des signes prémonitoires. Que nous le voulions ou non, il va tomber. Alors, nous là, on est assis ici, on peut s'asseoir, on dit on ne va rien faire. Il va quand même tomber. Parce que sur le plan de la structuration du pouvoir, il a perdu toutes les attaches. C'est un peu comme un malade chronique qu'on veut laisser, qu'on veut euthanasier, mais de manière passive. C'est-à-dire, on débranche seulement ses perfusions. Alassane Ouattara est un individu politiquement déperfusé. D'où la sérénité du président Guillaume Soro. Enfin, la sérénité vient d'une troisième chose. Pourquoi le président Guillaume Soro est-il serein? Mais il est serein parce que, avec le temps, ses idées conquièrent la société ivoirienne. Guillaume Soro s'est avancé dans le terrain du pardon et de la réconciliation. On n'a pas cru en lui sur le moment. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on doit se pardonner, se réconcilier pour être plus fort. Guillaume Soro s'est avancé dans le terrain de la révolution numérique de l'information. Les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il était le précurseur. Tout le monde rigolait, ah, on ne fait pas ça sur les réseaux sociaux, politique sur les réseaux sociaux. Père à son âme, Père Ahmed Bakayoko, qui était un frère, il rigolait comme ça, Bogota, il pense que politique, là, on fait ça sur les réseaux sociaux, Bogota, vraiment, il est perdu. Aujourd'hui, tu n'as pas les réseaux sociaux, tu n'as rien en communication politique. Donc voilà les raisons de la sérénité. Ce n'est pas une sérénité artificielle, fictive. Alors, il y avait un deuxième aspect de votre question, camarade. Le panafricanisme. Le panafricanisme, il est incarné dans cette salle par le fait qu'un Camerounais, de père et de mère, est en train de défendre la candidature de son camarade et frère ivoirien de père et de mère devant un public composé d'Ivoiriens, d'Africains de toutes origines. Ouais. Aussi le panafricanisme. Guillaume Kibakori Soro n'a jamais jugé de quelqu'un en fonction de ses origines. La preuve. Il me confie l'école de formation du parti. Je ne suis pas ivoirien de naissance. Le panafricanisme, ce Guillaume Soro là, ce n'est pas des mots, hein. Ce sont des actes. Plusieurs camarades que vous voyez, certains qui sont au pouvoir. Il y a des présidents qui sont au pouvoir là, je les ai vus, soutenus par Guillaume Soro. Dans sa maison de Marcory là, plusieurs présidents, je ne vais pas citer leurs noms, ont bénéficié du soutien de l'homme. Guillaume Soro, c'est l'homme qui fait. Et il dit peu ce qu'il fait. Il dit très peu ce qu'il fait. Certains des présidents qui l'ont même empêché d'atterrir dans leur pays sont des gens dont il a financé les campagnes politiques. Oui, le panafricanisme sur le président Guillaume Soro, c'est vraiment la solidarité envers toutes les Africaines et tous les Africains avec lesquels il a des convergences. Mais il y a un troisième niveau. Guillaume Soro vient de la gauche ivoirienne. Aux côtés des grands maîtres de cette gauche comme le professeur Zadi Zaourou ou le doyen Tanoé, le président Guillaume Soro s'est imbibé de l'histoire du panafricanisme très tôt. Et en 1998, il était président de la Fédération internationale des étudiants francophones. Il avait déjà fait le tour en tant que SG de la FECI de pratiquement toutes les capitales ouest-africaines et commencé à connaître l'Afrique centrale. À Paris, pareil. En fait, autour de Guillaume Soro, ce n'est pas le critère de nationalité qui compte, mais c'est l'amour de l'Afrique, l'amour des Africains. Enfin, je voudrais insister, le panafricanisme de Guillaume Soro, c'est le courage de dire non à la domination
étrangère. Il y a un ambassadeur qui dit que le blanc Guillaume Soro lui aurait légèrement caressé le cou quand il lui a manqué de respect. Mais peu importe ce qui s'est passé ce jour-là, je crois qu'il s'appelle le LIDEC ou bien c'est le LIDEC. À Bouaké, il a manqué de respect au président Guillaume Soro, discutant de la crise ivoirienne, et le président Guillaume Soro lui a répondu sévèrement. Alors qu'il possédait des forces militaires supérieures sur le terrain à celles du président Guillaume Soro. Il rapporte ça dans son livre, cet ambassadeur. Je crois que soit c'est le LIDEC, soit c'est un autre, mais enfin, je reviendrai sur là. C'est le LIDEC ou pas? C'est lui. Bon, il dit que le président Guillaume Soro a bondi de sa chaise pour l'attraper, en lui disant que toi, Français, tu ne me parles pas comme ça dans mon pays. Moi, Africain. Si tu continues comme ça, on règle ça comme des garçons. C'est clair. Cette colère du président Guillaume Soro avait pour but d'affirmer l'égalité humaine. Le blanc ne dépasse pas le noir, le jaune ne dépasse pas le rouge ne dépasse pas le blanc, le noir ne dépasse pas le blanc. Guillaume Soro n'est pas un complexé. Et le panafricanisme, c'est l'affirmation que les noirs sur tous les continents sont les égaux de tous les humains. Donc c'est quelqu'un qui est profondément panafricaniste. Et son carnet, son agenda de relations en Afrique, bon, en dehors peut-être du président Laurent Gbagbo, au niveau des panafricanistes, et Guillaume Soro, il n'y a personne en dehors du président Laurent Gbagbo qui puisse faire valoir autant d'amitié panafricaniste que lui dans le continent. C'est vraiment son terrain naturel, le panafricanisme. Voilà les réponses. Merci beaucoup. Alors on en vient à la cinquième et dernière question. Pour la cinquième question, il y a une personne qui a perdu sa tête voiture. Donc si vous avez retrouvé... Ah ouais. Avant de prendre la cinquième question, on a une personne qui a perdu la clé de sa voiture. Donc si toutefois vous retrouvez une clé, voilà, n'hésitez pas à déposer à la régie. Merci. Bonjour professeur. Merci camarade, bonjour. Merci pour votre belle intervention. Aujourd'hui nous savons qu'en Afrique, la diaspora compte beaucoup dans l'économie africaine. Monsieur Ouattara et le RDP qui est au pouvoir nous ont promis beaucoup à la diaspora. Eh oui. Et la diaspora aujourd'hui, nous avons été obligés. Là on ne peut pas mentir parce qu'on a perdu, nous avons investi, on nous a tout volé là-bas. Et le plus gros scandale, c'est le cas de Jack, avec ses milliards détournés à la Banque Civile. 40 milliards. Donc aujourd'hui, moi je voudrais savoir, quelle sera la place au président dans le système, dans le programme du président Soro Guillaume, quand il sera au palais présidentiel. Merci. Merci beaucoup, camarade. C'est une question fondamentale. Le président Guillaume Soro considère la diaspora comme un atout, une force, non pas comme une ennemie ou un boulet à traîner. Avec le président Guillaume Soro, non seulement la diaspora aura des représentants dans la représentation nationale, c'est-à-dire qu'il y aura tout naturellement des députés de la diaspora, des élus de la diaspora, des représentants de la diaspora dans les parlements nationaux. Ah oui, oui, ça mérite d'être applaudi. Et GPS prévoit d'augmenter la part du budget de l'État consacrée à favoriser et à fluidifier les échanges économiques entre la diaspora et le pays. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mesures privilégiées pour les investissements de la diaspora. Enfin, troisième point important, pour GPS, cette relation va être l'objet d'une transparence et d'une justice exemplaire. Parce que, en fait, pourquoi le RHDP a échoué dans son rapport à la diaspora, c'est parce qu'il gère la diaspora dans la corruption. C'est-à-dire que la diaspora ivoirienne a été transformée en une clientèle, eh bien, de petites enveloppes. Et alors que la diaspora a des problèmes objectifs, on a résolu artificiellement ces problèmes par des pratiques subjectives. Bon, la diaspora a un problème, c'est que quand elle vient investir en Côte d'Ivoire, les procédures administratives sont très difficiles. Au lieu de simplifier ça, on a créé un système qui fait que la diaspora doit corrompre des responsables de l'État pour atteindre ses objectifs. Et on doit donc frapper de manière exemplaire ceux qui empêchent la diaspora d'investir dans le pays. Bon, alors, enfin, la diaspora doit être l'ambassadrice du pays auprès des communautés étrangères dans lesquelles elle vit. Donc, il importera beaucoup pour GPS d'attribuer, de confier à des membres de la diaspora un rôle essentiel dans la promotion des intérêts de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Donc, la diaspora ivoirienne, sous Guillaume Soro, président de la République, va constituer des lobbies
des lobbies d'influence ivoirienne partout où elle vit. Ici, par exemple, on veut obtenir un soutien à telle ou telle politique agricole vivrière. Nous avons des Ivoiriens qui vivent dans l'île de France. Leurs associations sont priées de rencontrer les partenaires économiques qui peuvent être utiles pour la Côte d'Ivoire et de leur proposer de faciliter leur entrée en relation avec l'État. Il n'y a pas que l'ambassade de Côte d'Ivoire à l'étranger qui doit faciliter les affaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Tout Ivoirien, tout Africain doit être un ambassadeur de l'Afrique, un ambassadeur de son pays. Sous Guillaume Soro, président de la République, la diaspora sera chargée à la fois de défendre l'image de la Côte d'Ivoire et de faciliter les affaires de la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la justice, parce que ce qui a détruit la diaspora, et même la politique de la diaspora, c'est la corruption. Je me souviens d'une époque où, quand il y avait le RHDP unifié, un certain Touré Mamadou, l'homme au petit calepin, pour voler les idées des autres, Touré Mamadou, alias Monsieur Certainement, se promenait ici à Paris. Il avait une habitude, il avait un petit calepin et un bic bleu. Dès que tu dis une idée, il note ça. Parce que lui, il n'a pas d'idée, mais il copie vite les idées. Ce monsieur est le modèle de la corruption de la diaspora. Il sait que mon frère Doumbia sait faire quelque chose. Il vient voir Doumbia la nuit. Doumbia, explique-moi comment tu fais ça. Doumbia lui explique. Le lendemain, il dit que c'est lui qui a pensé ce que Doumbia dit. Des coupeurs de route. Tu lui confies un projet, demain c'est son projet. Ça, c'est la foule. J'ai rédigé la charte de la non-violence des universités ivoiriennes. Je l'ai signé, j'ai donné la charte à Touré Mamadou. Le lendemain, il a signé ça, que c'est lui qui a écrit. Voilà les choses qui découragent la diaspora. On fait quelque chose pour le pays, et il y a des voyous qui s'accaparent ce qu'on a fait, et ils disent que ce sont eux qui ont fait ça pour le pays. GPS doit combattre les coupeurs de route. C'est-à-dire ceux qui volent le travail des autres pour aller briller, alors qu'en fait, ils sont des trous. Donc, en fait, il y aura un assainissement. Il faut qu'on clarifie les procédures. Il ne faut plus que la diaspora soit obligée de corrompre pour réaliser quelque chose. Et puis, quand tu arrives là-bas, on dirait que tu es un arbre à euros, quoi. Et on ne peut que te cueillir. Découragé, tu reviens ici, alors que tu as juré à ta femme que tu allais faire quelque chose, ou à ton mari que tu allais faire quelque chose. C'est elle qui te dit, ou c'est lui qui te dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qui d'entre nous n'a pas entendu la fameuse question? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as vu, non? Tu as cherché, tu as trouvé. Cette déception, ou à supporter. Quand on est de la diaspora et qu'on se fait diriger au pays, on est humilié. On a même honte d'en parler à ses collègues occidentaux. Parce que quand tu en parles, on dit, ah, chez vous c'est comme ça alors. Décidément, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Donc en fait, nous mettrons fin à cette honte, mais nous sommes tous co-responsables de cela. Parce que s'il y a des corrupteurs, c'est parce qu'il y a des corrompus. Voilà. Merci camarades de toutes les questions que vous avez posées. Merci de votre amitié. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.